Les poids welter reprennent enfin du service. Après une deuxième partie d'année un peu lente, la catégorie des moins de 77 kg va repartir de l'avant avant que ne s'achève 2023. En poids d'orgue bien sûr, le combat principal de l'UFC 296 opposant le champion du monde Leon Edwards à son challenger Colby Covington. Le moment semble tout trouver pour revenir sur l'histoire des poids welter et surtout sur ses principaux protagonistes. La division a certains des meilleurs combattants de l'histoire du MMA en son sein et a donné lieu à certains des meilleurs combats de tous les temps. Au vu de la jeune génération actuelle de poids welter qui pousse au portique, je dois dire que c'est une des divisions pour lesquelles je suis le plus enthousiaste pour les années à venir. Yann Gary, Jacques Della Maddalena ou encore Shavkat Rakhmonov, tout ça nous promet que du bon. Mais avant de nous projeter dans des vidéos futures, intéressons-nous d'abord au passé car une bonne appréciation de ce qui a été nous permettra d'anticiper ce qui sera. Sans plus de cérémonie, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 meilleurs poids welter de l'histoire du MMA. Numéro 10. Hayato Sakurai. Je vais être complètement sincère, je ne sais pas vraiment si Hayato Sakurai mérite d'être dans ce classement, et c'était très dur de trouver le 10e homme parce qu'il y a plein de noms qui auraient pu y figurer. J'aurais pu parler de Colby Covington, Pat Miletich ou encore Josh Koscheck, mais j'ai opté pour un choix qui me permet à la fois d'honorer une légende méconnue du sport et de partir du côté du Japon parce que le reste de la liste est très occidental. Hayato Sakurai est le premier grand welterweight de l'histoire du MMA. Il combat professionnellement dès 1996 et 2 ans plus tard, alors que l'UFC couronne son champion inaugural des moins de 77 kg, il apparaît de plus en plus évident que le meilleur du monde n'est pas sous la bannière américaine. Sakurai va rester invaincu pendant les 20 premiers combats de sa carrière. Il combat essentiellement au Japon, mais il participe au Golden Trophy en 2001 en France, en finale duquel il bat le légendaire Jean-Louis Alberc. Il connaît la défaite pour la première fois en 2001 contre Anderson Silva, mais son palmarès inclut des victoires contre Shinya Aoki, Kao Luno, Frank Trive, Dave Meney, James Pulver ou encore Joachim Hansen. Ayant commencé son apprentissage du judo à un jeune âge, il a rapidement mélangé cette pratique avec celle du karaté. En 1999, il participe même à la 2e édition de la DCC duquel il repart avec 2 médailles. Champion du Shuto, il a été le visage de l'organisation pendant quelques temps avant de combattre au Pride puis au Dream. En 2002, il a même combattu pour une soirée au sein de l'UFC, il y a concouru pour la ceinture de Matthews et lui a donné un niveau d'adversité qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un grand monsieur des premières heures du MMA qui a combattu jusqu'à sa retraite en 2016. Numéro 9, Nick Diaz. Si la liste était arrangée par soutien des fans, Nick Diaz ne serait pas loin du sommet. Lorsqu'on parle de Nick, beaucoup d'événements extra-sportifs nous viennent en tête, mais il serait aisé d'oublier que le grand frère de Nate était un combattant d'élite. Son combat contre GSP était l'occasion pour lui d'aligner un 3e titre de champion du monde à son palmarès après avoir porté les ceintures du WEC et du Strikeforce. Avec son menton en acier et son cardio infini, Nick Diaz transforme les combats en guerre et met une pression constante sur ses adversaires. Extrêmement actif sur les pieds, il dispose d'un grappling de très haut niveau qui fait de lui un combattant complet. Déjà un guerrier d'élite, il a peut-être raté les meilleures années de sa carrière à cause d'une suspension du fait de sa consommation de cannabis, mais il a tout de même eu le temps de se bâtir un palmarès conséquent. Après un premier passage mitigé à l'UFC, il fait le tour du monde et a construit sa réputation avec des performances sensationnelles. Champion inaugural du WEC, il est également devenu le premier champion du Strikeforce, un titre qu'il a défendu 3 fois. Il n'est pas parvenu à devenir champion de l'UFC, mais rares sont les contemporains de Georges Saint-Pierre qui y sont parvenus. Nick Diaz est un personnage fascinant, mais c'est aussi et surtout un combattant exceptionnel dont la réputation ne mourra probablement jamais. Numéro 8, Carlos Condit. Je vais être complètement honnête, je ne suis pas le plus gros fan de Carlos Condit de la Terre. Je ne sais même pas vraiment l'expliquer parce que c'est un combattant au style plaisant qui a eu une carrière fournie, mais il y a des choses qu'on ne sait pas rationaliser. Cependant, Carlos Condit est indéniablement l'un des meilleurs poids welter de l'histoire du MMA. Comme Nick Diaz, il souffre du syndrome Georges Saint-Pierre qui l'a empêché de devenir champion du monde sous le règne du Canadien. Il a obtenu un lot de consolation en revanche qui a pris la forme d'une ceinture intérimaire. Il est le dernier champion du WEC avant l'absorption des poids welter par l'UFC en 2009. Une ceinture qu'il a défendue à 3 reprises. Initialement très apprécié des fans, sa victoire controversée contre Nick Diaz a un peu entaché sa réputation auprès du public. Peut-être qu'il se nourrissait de l'énergie de la foule car c'est également le début d'une période sportive difficile pour lui. Les blessures à répétition au genou ont sérieusement endigué son niveau et il a lentement disparu des radars jusqu'à sa retraite en 2021. En 20 années de carrière, il a notamment battu Frank Trigg, Rory McDonald, Dan Hardy, Martin Kampmann, Thiago Alves et bien sûr Nick Diaz. Numéro 7, Johnny Hendricks. Je pense que beaucoup de personnes vont me trouver dur avec mon placement de Johnny Hendricks, mais je suis obligé d'observer sa carrière dans sa globalité. Aussi prodigieuse fut l'ascension de Johnny, qu'est-ce que sa chute fut brutale. Sa série de victoires jusqu'à son combat contre GSP est prodigieuse. Mais l'histoire de Johnny Hendricks, c'est surtout 2 décisions qui lui ont coûté beaucoup. Si la décision de l'UFC 167 contre Georges Saint-Pierre est celle qui revient toujours sur la table, sa défaite contre Robbie Lawler à l'UFC 181 est également difficile à justifier. Entre ces 2 combats, Hendricks est devenu champion du monde mais ça semble presque anecdotique car son règne est coincé entre ceux de 2 des combattants les plus populaires de l'histoire du MMA. Et puis, il y a la chute. De 2016 à 2017, il perd 5 fois, rate la pesée à 3 reprises dont une fois chez les poids moyens et il est sacrifié à Paulo Costa lors de son dernier combat professionnel. Sa carrière inclut tout de même des succès contre Carlos Condit, Josh Koscheck, Robbie Lawler et John Fitch et une victoire contre GSP aurait probablement dû lui être créditée.
Comme mentionné plus tôt, il est devenu champion du monde à l'UFC 171 dans le combat de l'année et l'un de mes préférés de tous les temps. Hendricks est un combattant qui semble avoir lâché mentalement dans une combinaison de déception suite à des controverses, de difficultés à maintenir son régime alimentaire et puis, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, des difficultés avec USADA. Il reste l'un des meilleurs poids welter de l'histoire, un combattant complet qui a incorporé une vicieuse boxe à sa lutte d'élite qui lui a permis de devenir double champion universitaire au milieu des années 2000. Numéro 6, Leon Edwards. Ça commence à faire un bon bout de temps que Leon Edwards n'a pas perdu un combat. Le champion actuel des poids welter de l'UFC n'est peut-être pas le combattant le plus populaire du monde, mais il est en train de se construire un palmarès démentiel. Le simple fait d'avoir battu 2 fois Kamaru Usman devrait suffire à raconter toute l'histoire sur son niveau, mais plongeons-nous un peu plus sur son cas. Invaincu depuis 12 combats, Leon Edwards a mis sur pied une série de combats titanesques simplement teintés par un non-contexte contre Belal Muhammad. Avec des succès contre Rafael Dos Anjos, Donald Cerrone, Vicente Luque, Ned Diaz et Kamaru Usman, il s'embarque peut-être désormais dans un long règne. En fin d'année, il aura l'occasion de combattre Colby Covington pour ce qui pourrait être sa deuxième défense de titre. Après un premier combat difficile contre Usman, qu'il a vu réaliser ce qui est peut-être l'un des plus gros comebacks de l'histoire du MMA, il a su faire les ajustements nécessaires et a montré un niveau d'adaptation effrayant, long et puissant. Edwards use de ses qualités physiques naturelles pour imposer un striking efficace. Avec le temps, il a développé une lutte de très haut niveau. Un travail de longue haleine pour lui, duquel il s'est vu récompensé par la victoire très symbolique d'être le premier combattant à takedown Kamaru Usman. En fonction de la faction dont se déroule son règne, il pourrait rapidement gagner des places dans ce classement. Numéro 5, Robbie Lawler. Je suis très curieux de savoir ce que fait Robbie Lawler maintenant qu'il est à la retraite, parce que quand il était en activité, tout ce qu'il faisait, c'était combattre. 47 combats en 23 ans d'une carrière brutale, il a connu plusieurs ères du MMA et alors que tout le monde l'avait enterré, il est revenu à la surprise générale pour devenir champion du monde. Au-delà de son évidente réussite sportive, c'est surtout la qualité de ses affrontements qui a marqué le public. Si vous avez un peu de temps à tuer, regardez son premier combat contre Johnny Hendricks, son deuxième contre Rory McDonald et sa guerre contre Carlos Condit. Vos besoins de violence et de sang devraient être satisfaits pendant quelques temps. Robbie Lawler est presque la caricature d'un combattant de MMA, brutal, toujours prêt à se battre et récompensé par le soutien des fans en échange de ses bons et loyaux services. Son règne au sommet du monde est une belle récompense pour un homme qui a voué sa vie au divertissement et l'émotion généralisée autour de sa retraite est un beau témoignage de la marque qu'il a laissée au MMA. Je ne vais pas lister les adversaires de renom qu'il a battus car ce serait trop long et surtout inutile. Robbie Lawler, plus que n'importe quel autre combattant dans cette liste, doit s'apprécier dans sa généralité. Un monument du sport, Robbie, je t'en supplie, ne remets jamais les gants. Numéro 4, Tyron Woodley. Le plus haut des hauts et le plus bas des bas. Voilà comment on pourrait raisonnablement résumer la carrière de Tyron Woodley. T-Wood est un guerrier d'exception et ne vous y trompez pas, à son prime, c'était un des combattants les plus effrayants du monde. Il faut dire que son image a souffert des défaites dans l'octogone, de son projet de rap miteux et de... Mais tâchons d'observer sa carrière avec l'objectivité qu'elle mérite. À l'UFC, il a exclusivement affronté des adversaires de très haut niveau car il sortait d'un superbe run au Strikeforce. Après des débuts relativement mitigés, il s'est embarqué dans un règne de terreur qu'il a vu déchirer la division de toutes parts et remporter la ceinture de champion lors de l'UFC 201 en mettant KO Robbie Lawler. Le dominant et offensif Woodley a pris une approche plus timorée une fois qu'il est devenu champion, mais qui peut vraiment lui en vouloir? La recette a payé et il a défendu sa ceinture 4 fois. Son règne est assez peu apprécié des fans qui n'ont pas aimé sa timidité ainsi que sa propension à repousser son combat contre Colby Covington à cause des blessures. Oui, c'était lui qui faisait ça à l'époque et pas Colby contre toute attente. Il semble que Tyron Woodley fonctionne énormément momentum car lorsqu'il a perdu la ceinture, il n'a plus jamais été le même. Il n'a pas autant poussé le désastre que certains autres combattants dans cette liste et il s'est arrêté après une défaite contre Vicente Luque. Le moins on en dit sur ses activités post-MMA et le mieux on se porte tous. Numéro 3, Matthews. 54 combats professionnels, 7 défenses de la ceinture de l'UFC cumulées dans ces deux règnes. Des victoires contre Georges Saint-Pierre, BJ Penn, Joe Riggs, Frank Trigg, Sean Shirk, Carlos Newton, Hayato Sakurai, Royce Gracie et tant d'autres. Matt est un monument du MMA, une icône qui a combattu dans 3 décennies différentes et a tenu la division des poids welter d'une main de maître jusqu'à l'avènement de GSP. Incroyable lutteur, Matt était très fort, athlétique, extrêmement endurant et surtout d'une férocité incroyable et n'a jamais eu peur de se jeter dans la gueule du loup. Même sur la fin de sa carrière, il a toujours eu l'air d'être à sa place contre des adversaires de renom bien que son prime fût derrière lui. C'est toujours compliqué de placer de combattants de cette ère-ci aussi haut dans la liste, car il est évident que les combattants sont devenus bien plus complets depuis sa retraite, mais il était impensable de ne pas le mettre à sa juste place. Matt était l'une des rares constantes dans une époque très volatile et reste l'un des rares combattants à avoir été intronisé au Hall of Fame alors qu'il était encore en activité. Numéro 2, Kamaru Usman. Je sais que 90% d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo en se demandant si j'allais oser placer Kamaru Usman à la première place. La réponse est non. Un peu comme la catégorie des poids moyens, les poids welter sont essentiellement l'affaire de 2 hommes. Ce qu'a fait Kamaru Usman de 2015 jusqu'à l'UFC 278 n'est rien de moins qu'exceptionnel. 15 victoires consécutives, 10 jusqu'à la prise de titre, puis 5 défenses de suite durant lesquelles il a nettoyé la division. Surtout, l'évolution très évidente de son style du lutteur un peu soporifique à un combattant complet capable d'être dangereux dans tous les compartiments du sport est terrifiante.
Son CV est extrêmement impressionnant. Il inclut des victoires contre Leon Edwards, Sean Strickland, Demian Maia, Rafael Dos Anjos, Taron Woodley, Colby Covington, Jorge Masvidal et Gilbert Burns. À 36 ans, il est assez évident que le plus gros de sa carrière est derrière lui, mais il n'a pas eu l'air dépassé par Edwards dans la revanche et il ne paraît pas totalement inimaginable de le revoir avec une ceinture autour des hanches dans le futur. Numéro 1. Georges St-Pierre. Qu'est-ce qu'il est possible de dire sur Georges St-Pierre qui n'a pas déjà été dit? Le Canadien est le meilleur power welter de tous les temps et figure sur le mont Rushmore de n'importe quel fan du MMA. 2 fois champion du monde, 9 défenses de titres consécutives, seulement 2 défaites en 28 combats. St-Pierre s'est même payé le luxe de revenir 4 ans après son dernier combat pour devenir champion des poids moyens. Il a battu tous ceux qui ont croisé son chemin. Il a privé toute une génération de la chance de toucher la ceinture de champion du monde. Il est également le parfait représentant du sport. Classe, toujours respectueux de ses adversaires, bref, il incarne les arts martiaux. Georges excelle dans tous les secteurs, ce qui le rend hautement imprédictible et adaptable à chaque adversaire. Préparer un plan pour battre Georges St-Pierre doit être un sérieux casse-tête. Sa trilogie contre Matthews est l'une des plus touchantes de l'histoire du MMA, celle d'un homme qui s'efforce de surpasser son idole et qui y parvient avant de dépasser tout ce qu'il a accompli. En 11 ans de carrière chez les poids welter, il a battu Matthews 2 fois, BJ Penn 2 fois, Frank Trigg, Sean Sherk, Josh Koscheck 2 fois, Carlos Condit, Nick Diaz ou encore Matt Serra. La seule véritable ombre sur son CV est cette défaite contre Serra, mais c'est une erreur que l'on pardonne facilement car elle a offert une belle histoire à un combattant extrêmement méritant. Georges St-Pierre est le meilleur power welter de l'histoire du MMA et jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment discutable. Merci à tous d'avoir suivi cette liste. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le classement. Avec respect, toujours, on se connaît maintenant. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Salut les gars, abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez, vraiment. Et voilà. Et on se reparle bientôt. Salut l'équipe.